troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Mauritanie. Un nouvel invité m'a rejoint, mais il était avec moi dans la première partie, Tidiane Bal, membre de la société civile mauritanienne. Merci. Merci à vous. Madame Hafsa Banossal, je l'ai dit, vous êtes la porte-parole des Forces de libération africaines de Mauritanie, un mouvement d'opposition en Mauritanie. Merci à vous d'être resté avec moi. Mohamed Fall Ouma, vous êtes vous, journaliste, directeur de publication de La Tribune. Vous vivez en Mauritanie. Merci à vous également d'avoir accepté de rester pour cette troisième partie consacrée à la cohésion nationale en Mauritanie. Et commençons cette partie par une bonne nouvelle. Le lundi 23 avril, un juge du tribunal de répression des crimes d'esclavage condamne des Mauritaniens qui ont traité d'autres Mauritaniens d'esclaves. Et cette condamnation s'appuie notamment dans une loi initiée en 2015, nous l'avons vu à la fin du sujet de la deuxième partie par le président Mohamed Ould Abdelaziz, et qui rend désormais l'esclave, et qui considère désormais l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité imprescriptible. Il est important pour nous, les téléspectateurs qui nous suivent, de comprendre la survivance de ce phénomène au sein de la société mauritanienne. Quelles sont les ressources sociologiques qui expliquent encore aujourd'hui que votre pays, la Mauritanie, soit cité parmi les pays où se pratique encore, ou du moins où des individus sont esclavagés? Vous venez de nous rejoindre, je vous laisse tout d'abord la parole, très rapidement. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'il y a eu plusieurs lois portant suppression de l'esclavage. C'est vrai. Donc, les suppressions à répétition laissent à penser qu'il y a un problème d'effectivité dans l'application de ces lois. Parce qu'à partir du moment où une loi est appliquée, il n'y a pas besoin d'en rééditer une autre portant sur le même objet. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la thématique de l'esclavage rejoint, dans une certaine mesure, le débat précédent. Le problème de la couleur de la peau, la cohabitation... La question identitaire, la question de l'unité nationale et de la cohésion nationale. Il y a une formule lapidaire qu'on utilise très souvent, c'est qu'on dit que si en Mauritanie, tous les Noirs ne sont pas esclaves, tous les esclaves sont noirs. Donc ce qui veut dire que les deux notions, appartenance raciale et esclavage, ne se recouvrent pas totalement, mais elles se recoupent. Donc, que les autorités publiques, les pouvoirs publics dans le pays veuillent, ou en tout cas annoncent, la volonté de matérialiser à travers une répression plus effective la pratique de l'esclavage est une chose positive en soi. Oui. L'avenir montrera si, effectivement, cette volonté se traduit dans les actes. Je rappelle quand même qu'il y a eu une première abolition de fait parce que le pays accédait à l'indépendance et par là même à des conventions internationales qui ne pouvaient autoriser la pratique de l'esclavage, bien entendu. Puis il y a eu en 1980 une deuxième abolition. Oui, et ce qui est en train de se passer là maintenant, ce sont les conséquences logiques, les corollaires de cette abolition, c'est-à-dire qu'on incrimine l'esclavage. On en fait une infraction, c'est quand même la moindre des choses, et puis ensuite on inscrit cette interdiction dans la Constitution. Alors maintenant, pour ce qui est des ressorts culturels et sociaux de la pratique de l'esclavage, le sujet, me semble-t-il, d'un point de vue culturel et anthropologique, est trop important pour qu'on ait le temps très complexe, de le développer c'est complexe. En si peu de temps. Mais Madame Fall, la réponse pénale, suffit-elle aujourd'hui? Et à vos yeux, vous sembliez tout à fait pessimiste, en tout cas au regard du bilan du président Ould Abdelaziz par rapport à la question globale de la cohésion nationale et de l'unité nationale. Qu'est-ce qui fracture, à vos yeux, la société mauritanienne? Ce qui fracture la société mauritanienne, c'est très simple. Nous avons, comme je disais tout à l'heure, nous avons un pays où vous avez deux composantes totalement différentes. Vous avez une composante arabo-berbère et une composante négro-africaine. Et les politiques qui sont mises en place sont des politiques qui sont en faveur d'un certain type de population et en défaveur de l'autre type de population. Donc, ce qui fait que tout ce qui s'est passé dans ce pays depuis, je dirais même,
depuis l'indépendance, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été mis en place. Le chemin a été tracé par le premier représentant de ce pays, qui est le premier président, qui a mis une trame et qui a été suivi par les autres présidents. Sauf qu'on est tombé à l'ère Taya, où on a eu une radicalisation qui a abouti à quelque chose d'abominable, qui était des massacres de population, des déportations, et ce qui fait qu'aujourd'hui, après cette ère de massacre et d'épuration, on est actuellement dans une autre ère, qui est une ère où, justement, nous n'avons pas de solution de tout ce qui s'est passé, puisque nous avons toujours actuellement des gens qui sont là, qui sont des tortionnaires ou des criminels qui sont au sommet de l'État et qui ne sont pas poursuivis. Mais en dehors de ça, nous avons actuellement ce qu'on appelle chez nous, c'est ce qu'on dit aux forces de libération armée, on a une discrimination qui se passe, on a un génocide biométrique qui est en train de se passer avec ce recensement biométrique qui est mis en place en Mauritanie, où justement des milliers de personnes ne peuvent pas se recenser. Mais pourquoi parlez-vous, c'est important, pourquoi parlez-vous de génocide biométrique? C'est un génocide biométrique le fait de recenser par le numérique les populations d'un pays... C'est une très bonne chose. Oui. C'est une très bonne chose. Pourquoi vous pensez que derrière... Non, nous ne passons pas derrière, c'est la réalité. Allez en Mauritanie aujourd'hui, vous verrez des milliers de gens qui ne peuvent pas se recenser. Pourquoi? Parce qu'on met des bâtons dans les roues des gens. Comment vous pouvez, dans un premier temps, vous avez des gens qui viennent se recenser, où on leur demande si vous connaissez telle personne, si vous pouvez réciter des versets de Coran. Ce ne sont pas des anecdotes que vous racontez. Pas du tout. C'est la réalité quotidienne. C'est la réalité quotidienne. Attendez, ici en France, pour se recenser, à un moment donné, il fallait présenter la carte de résident. Qu'est-ce que ça a à voir, une carte de résident pour se recenser en tant que Mauritanien? Il a fallu des manifestations au niveau de l'ambassade, une rencontre avec le président Aziz qui est arrivé en France pour qu'on mette fin à cette pratique-là. Madame, vous savez ce qui importe pour moi essentiellement dans Politicia, c'est d'interroger et de s'interroger sur la profondeur des ressentiments et sur les possibilités de penser les plaies et d'aller vers l'avant. Mais nous ne voulons que ça, nous ne voulons que penser les plaies. Mais pour penser les plaies, il faut qu'en face, il y ait un répondant. Qu'est-ce qui peut penser les plaies? Qui aujourd'hui peut mettre en place un comité réconciliation pour que vraiment il y ait une justice, pour qu'il y ait un pardon? Mais ce sont les autorités. Qui aujourd'hui peut ramener les déportés qui sont au Sénégal et au Mali? Ce sont les autorités. Qui aujourd'hui peut mettre les déportés qui sont rentrés dans un pays par un processus qui a été mis en place par Sidou Cheikh Abdallah, ce sont les autorités. Mais je vous ai demandé tout à l'heure, madame, si votre mouvement avait participé au dialogue national et inclusif de septembre-octobre 2017. Votre réponse était vous n'y avez pas répondu, vous y étiez? Non. Mais attendez, qui était dans ce dialogue? Mais il y avait ce que... Mais c'était pas l'opposition, c'était pas l'opposition modérée. Voilà. Alors l'opposition modérée, c'est quoi? C'est les gens qui aujourd'hui sont avec le pouvoir et demain ne sont pas avec le pouvoir. Pour moi, ce n'est pas des opposants. Les véritables opposants, ils n'ont pas accepté d'entrer dans ce... Mais qu'est-ce qui vous empêchait de vous rendre à ce dialogue? Pourquoi les forces de libération africaine... Mais parce que ce dialogue ne répond pas à nos desiderata. Mais comment le sait-on a priori quand on n'y participe pas? Mais vous avez une feuille de route quand même pour ce dialogue. Et vous pensez que les points inscrits à l'ordre du jour ne correspondent pas du tout? Mais aujourd'hui, il y a bien eu ce dialogue. Oui. Il y a bien eu des opposants qui sont venus à ce dialogue. Oui. Est-ce que dans le résultat de ce dialogue, vous avez vu la résolution de ces problèmes-là? Monsieur, avant de venir à vous êtes, je l'ai dit, journaliste, directeur de publication La Tribune, donc vous connaissez la sociologie politique de votre pays. Expliquez-nous très rapidement deux choses, ce qui vous fracture, ce qui divise la société mauritanienne et comment réconcilier les Mauritaniens entre eux. Bon, ça, c'est des questions extrêmement difficiles à répondre dans un cadre comme celui-là. Mais essayons de jeter un peu. Mais j'attire votre attention que par rapport à la tirade que madame vient de faire et que j'estime que c'est dans l'élan du débat, de la polémique qu'elle a eue dans la deuxième partie, il n'y a pas eu de terme de l'esclavage, il n'y a pas eu de problème de l'esclavage. Donc, ce n'est pas ça qui fracture le pays. Parce qu'en général, la société mauritanienne, aujourd'hui, il est admis, comme dans toutes les sociétés, que l'esclavage est une chose qu'il faut abolir.
Et tous les mouvements politiques, il n'y a aucun mouvement politique, aucune personnalité ne peut aujourd'hui revendiquer publiquement, et pas publiquement, dans un salon, la légitimité dans... Est-ce que vous pensez qu'on fait assez? C'est important. Non, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. C'est comme toutes les sociétés africaines. C'est comme dans toutes les sociétés africaines. Effectivement, il y a eu des lois, et comme l'a dit mon frère Tidjane, s'il y a une répétition des lois, ça veut dire qu'il y a un manque d'application. Moi, je vous parle de sociologie. Tout court. Je ne vous parle pas de loi. La loi, à la limite, c'est même un échec. La sociologie, c'est même un échec qu'il existe de loi pour Absolument. Quelle est aujourd'hui la disponibilité? Il n'y a pas plus d'esclavage en Mauritanie qu'au Sénégal à côté, ni en Mauritanie qu'au Mali à côté, mais c'est un problème. Vous êtes sûr? Absolument. C'est un problème qui est hyper médiatisé. Hyper médiatisé. En tout cas, ces pays n'ont pas mis en place des lois. Et ce n'est pas le problème, c'est plutôt... Le problème, c'est plutôt, comme elle l'a dit, c'est un problème de redistribution, un problème de prise en charge de l'ensemble des problèmes de toutes les populations. Et j'aurais cru que la troisième partie, j'avais cru que la troisième partie découle des deux, nécessairement, des perspectives. Et auquel cas, on aurait pu... C'est pour ça que je vous parle des enjeux. C'est pour ça que je vous dis, en 2019, justement, en 2019, quand il y aura une... Mais je réponds quand même à la porte-parole du Flamme, pas à madame, mais à la porte-parole du Flamme. Un point. Ils ne sont pas dans l'opposition dite modérée qui participe au dialogue, mais ils ne sont pas dans les autres organisations de l'opposition. D'accord. Mais radical. C'est votre avis sur le mouvement. C'est votre avis. Mais peu non, c'est votre avis. Vous êtes sorti du G8. Vous n'êtes pas au FNDI. On n'a jamais été au G8. Le reste du temps, Monsieur Falomé, le reste du temps, consacrons-le à envisager la Mauritanie de demain. Bien sûr. De ce que devra faire le successeur du président Ould Abdelaziz. Absolument. Le successeur de Ould Abdelaziz doit avoir essentiellement, d'abord, garantir la sécurisation, continuer à permettre au pays de se sécuriser, de prendre en charge tous les problèmes de la population, d'ouvrir aussi bien le jeu politique que le jeu social, que le jeu économique. Et par rapport à la question de la cohésion nationale, qu'est-ce qu'il devra faire pour penser les fractures? Qu'est-ce qu'il devra faire? Il doit continuer à penser les fractures, à donner la parole aux gens, à prendre leurs plaintes en considération, à prendre leur drame en considération. Monsieur, vous parlez à quelqu'un qui a été le premier à enquêter sur tout ce qui s'est passé en 89, en 90, en 91. Je suis le premier à enquêter sur ce qui s'est passé en 90 et en 91. Et donc, je revendique absolument qu'il y ait absolument un moment de réflexion et de pansement à tout ça. Et je crois que le prochain pouvoir peut le faire, que celui-là pouvait le faire, mais il a été pris par beaucoup d'urgence. D'autres défis. Par beaucoup d'urgence. Ça fait partie des héritages de l'OTAIA de 2005, sur lesquels on ne s'est pas arrêté. Si on n'a pas participé au dialogue qui est récent, mais il y a eu les journées de concertation de 2006 qui ont bien tracé la voie à suivre. Mais les voies sont toujours tracées, justement. Mais le problème, c'est qu'on ne les applique pas. Très rapidement. C'est ça le problème en Mauritanie, c'est qu'on trace des voies, on fait des choses, on dit... À mon avis, c'est essentiellement parce que ceux qui les portent ne les exigent pas, Ils cherchent à faire des marchandages et malheureusement, ça part. J'ai dit, allez-y très vite, la Mauritanie de demain, que devra faire le successeur du président Ould Abdelaziz pour ne serait-ce que rendre possible la cohabitation, le vivre ensemble entre les Mauritaniens? Je vais aller très vite. Il arrive que dans un pays, on ait vécu un traumatisme collectif et dans certains pays d'Afrique, malheureusement, c'est le cas. Ça a été le cas au Nigeria avec le Biafra, plus près de nous, ça a été le cas au Rwanda. Bien sûr. Je pense que le préalable pour affronter ce type de drame collectif qui peuvent effectivement générer des situations post-traumatiques collectives, c'est d'abord de ne pas sombrer dans le déni. Absolument. Et le déni, c'est un peu ce qu'on entend ici et là.
c'est de dire non, mais l'unité nationale, elle existe, la cohésion nationale n'a jamais été mise en cause, nous sommes un pays uni, ce qui se passe très souvent dans les pays d'Afrique. Moins il y a d'unité nationale, moins on la proclame. Le problème, c'est que quand il y a un décalage entre la réalité et le discours, ça s'appelle de l'incantation ou ça s'appelle de la déclamation. Donc si la Mauritanie veut, et c'est une thématique sortir du déni, ou du moins éviter surtout le déni, première condition, et prendre conscience de la réalité des choses. Déni, et je pense que le président Sidi Ould Cheikh Abdallahi avait commencé à le faire dans un discours d'une très grande hauteur de vue. Dire il s'est passé des drames collectifs dans ce pays, il faut trouver des solutions pour parvenir à une réconciliation. Ça, c'est une première chose. Malheureusement, cette initiative, me semble-t-il, a été édulcorée, notamment par l'utilisation d'une expression qui me semble euphémisante à l'extrême et qui donc est perçue de la part des autres comme du déni, c'est la notion de passif humanitaire. Passif humanitaire, ça ne veut rien dire. Les mots, ce sont les politiques qui ont utilisé ça. Ce sont les politiques qui ont utilisé ça parce qu'ils ont récupéré la chose. Non, mais il y a une chose que je voulais dire, franchement, au sein de cette émission. Moi, j'ai lu récemment un article. Allez-y très rapidement. D'un universitaire mauritanien qui a pignon sur rue et qui défend la thèse suivante qu'il existe en Mauritanie une identité culturelle majeure. C'est l'expression qu'il utilise. Et cette identité culturelle majeure, c'est l'identité culturelle arabe. Qui est opposant. Et non, vous le connaissez très bien parce qu'il était en France. Non, Monsieur Bal, j'éviterai de donner écho. Je ne donne pas. Tout le monde le connaît. J'éviterai. Non, mais je ne donne pas. Simplement, je termine par sa conclusion. Mais il n'est pas décideur politique. Pas du tout. Il est opposant extrême. Mais vous ne savez même pas de qui il parle. Si, on sait. C'est simplement pour vous dire. Parce qu'il y a eu une polémique avec... Peu importe son nom, je ne donnerai pas son nom, ce n'est pas le but, je ne fais pas de la délation, peu importe. C'était sur les réseaux sociaux. Public. Et sa conclusion, est la suivante. La Mauritanie est un pays arabe, le Sénégal est un pays wolof et le Mali un pays bambara. Ce genre de discours. Mais c'est des bêtises. Le Sénégal est un pays wolof, ça ne veut rien dire. C'est ce genre de discours. Sauf que ce discours a cours. Et je sais que la Mauritanie... Non, mais je sais que la Mauritanie vient de se doter de lois sur les discriminations. Absolument. Ce type de discours doit être condamné. Dans le champ de la discrimination. Absolument. Et ce type de discours ne doit pas être diffusé. Il doit être combattu et il doit être combattu et par les pouvoirs. À ma connaissance. Voilà. On est tout à fait d'accord. À ma connaissance, ce type que je connais très bien et je sais. D'abord, c'est un opposant. Ensuite, c'est quelqu'un qui n'a jamais été invité sur un plateau de télévision nationale. En tout cas là-bas, les télévisions privées ou les radios privées. Mais vous savez, il a écrit ça sur sa page Ne perdons pas davantage de temps à parler de ce monsieur qui n'a aucun intérêt à ce que les Mauritaniens s'entendent entre Madame Sall, très rapidement, quelques secondes. Quelques secondes pour répondre un peu à votre question, qui pour succéder au président Mohamed Ould Abdelaziz. Nous, peu importe la personne qui va arriver, l'essentiel c'est que cette personne, quand elle arrive, qu'elle prenne à bras le corps le problème mauritanien, qui est le problème humain dont vous avez parlé. C'est-à-dire que ce président, quand il arrive, qu'il ne mette pas comme les autres derrière lui tous les problèmes qui ont trait à la coexistence entre les Mauritaniens pour que ces Mauritaniens puissent justement bénéficier, comme dit mon compatriote Gemal, de toutes ces infrastructures, de tout ce qui a été mis en place par Abdelaziz, qui peut-être a fait des choses, comme il dit, mais là où on l'attendait, qui était vraiment penser les blés des Mauritaniens et de tous les Mauritaniens, que ce pays soit un pays de droit, que tout le monde ait la qualité de citoyen à part entière, qu'il n'y ait pas de citoyens de seconde zone. Et ces citoyens de seconde zone qui sont les négro-africains, comme vous l'avez dit, les esclaves, parce qu'on a beau dire, il y a quand même des esclaves en Mauritanie. C'est pas comme au Sénégal, c'est pas comme au Mali. C'est une situation qui est là. Et paradoxalement, en Mauritanie, ce que je voulais dire, c'est qu'on assiste à beaucoup plus de répression contre ceux qui luttent contre l'esclavage que ceux qui sont les esclavagistes. Parce que si on voit les personnes qui luttent contre l'esclavage comme Biram, on fait plus de prison que ceux qui sont les esclavagistes. L'appel est entendu et on sait aujourd'hui l'importance de ce défi et qui devra être relevé par le successeur du président Mohamed Ould Abdelaziz. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir permis de ce débat consacré à votre, j'ai l'habitude de dire, grand pays, 1 million de kilomètres carrés. Mais il n'est pas que grand géographiquement, il est aussi par vous,
par vous. Par la diversité de notre pays. Par la diversité de la culture mauritanienne. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.